Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation qui, malheureusement, fait à nouveau la une, la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nos sources, des comptes rendus d'actualité récents, nous parlent d'affrontements très sérieux ce dimanche 5 octobre 2025 dans le Massissi, au nord Kivu. Notre mission, essayer de comprendre ensemble ce qui se joue sur le terrain à partir de ces informations. En effet, c'est une région qui vit au rythme des tensions depuis bien trop longtemps. Et ce qui rend les événements d'aujourd'hui particulièrement frappants, c'est leur timing. Ils éclatent juste au moment où, en théorie, des discussions de paix devaient reprendre. Ça nous met tout de suite face à une contradiction qui interroge sur les intentions réelles des acteurs impliqués. Exactement, cette contradiction est au cœur de ce qu'on va explorer. Alors, rentrons dans les détails rapportés. Les combats ont lieu dans le territoire de Masisi. Plusieurs villages sont mentionnés. Kinyana, Kasenyera, Nabikeri, ils appartiennent tous au groupement Bachalim Mokoto. Ce sont des noms qui reviennent malheureusement souvent dans l'actualité de la région. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas des localités épargnées par le conflit, loin de là. Et selon les informations disponibles, ces affrontements ont commencé tôt ce dimanche matin. Ils opposent les rebelles du M23, que la source décrit comme étant soutenus par le Rwanda, une allégation récurrente dans ce conflit, à des groupes d'autodéfense locaux qu'on appelle les Wazalendo. Plus précisément, il s'agirait du mouvement ANCDH mené par un certain général autoproclamé Jean-Marie Bonani. D'accord, donc M23 d'un côté, Ouazalendo de l'autre. Et qui a lancé les hostilités cette fois-ci, d'après les éléments qu'on a? Alors, les premières informations reliées par notre source indiquent que ce sont les forces du M23 et leurs alliés qui seraient passés à l'offensive. Leur but présumé, d'après l'analyse qui en est faite, serait assez clair: étendre leur zone de contrôle dans le Massissi. Ils viseraient spécifiquement les positions tenues par ces Wazalendo, qu'on appelle aussi parfois VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. C'est une manœuvre militaire assez classique dans ce type de conflit: prendre du terrain, affirmer sa présence. Une tentative d'avancée militaire, donc. Et comment réagissent les Ouazalendo face à ça? La source nous donne des éléments? Oui, alors la résistance s'organise, ou du moins elle communique sur sa résistance. Maître Emmanuel Sorokondo, qui est présenté comme le porte-parole de ce groupe Wazalendo ANCDH sur la zone, il a confirmé que les combats sont bien en cours. Il affirme, sans surprise, que ses troupes sont en train de riposter. Une contre-offensive est donc lancée par les Ouazalendo, selon leur porte-parole. Mais est-ce qu'on a une idée de l'intensité, des conséquences pour l'instant Pour l'instant, 7 ans, c'est le flou. Le porte-parole lui-même, cité dans notre source, insiste sur le fait qu'il est bien trop tôt pour dresser un bilan. Pas de chiffres sur les victimes, ni sur les dégâts matériels. La situation sur le terrain est décrite comme très volatile. C'est typique des premières heures de ce genre d'affrontement dans des zones reculées et difficiles d'accès. Ce qui est moins flou et tragiquement prévisible, c'est l'impact sur les civils. La source est très claire là-dessus. On parle d'un déplacement massif des habitants. Les gens fuient les villages touchés par les combats. Ils partent chercher refuge ailleurs, dans des endroits qu'ils espèrent plus calmes, plus sûrs. Absolument. Et ce terme massif, même sans chiffre précis, ça évoque des scènes de panique, des familles entières jetées sur les routes ou les chemins, avec le peu qu'elles ont pu emporter. C'est un drame humanitaire qui s'ajoute à une situation déjà extrêmement précaire pour les populations du Nord Kivu, qui subissent des vagues de déplacement depuis des années. Chaque nouvel affrontement rouvre ces blessures et aggrave la crise en fait. Et ce n'est pas la première fois que ces villages spécifiques sont touchés, si je comprends bien. La source remet ça en perspective. Tout à fait. Il est important de souligner, comme le fait la source, que ces localités sont au cœur des enjeux militaires récents. Prenons Kinyana, par exemple. Le compte-rendu nous rappelle que ce village a été le théâtre de combat il y a seulement quelques semaines. Il y a eu un chassé-croisé. Le M23 l'avait pris, puis les Wazalendo l'avaient repris. Le fait que le M23 attaque à nouveau Kinyana aujourd'hui suggère une volonté tenace de contrôler ce point précis. D'autres localités proches, comme Lunzi, seraient restées sous contrôle Wazalendo, d'où l'offensive actuelle pour peut-être les déloger aussi. Ça montre bien que ce ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des épisodes d'un conflit qui couvre et ressurgit en permanence sur les mêmes lignes de front. Et est-ce que ça se limite au territoire de Massissi ou est-ce que ça déborde? Apparemment non. La source mentionne également des combats qui auraient eu lieu hier soir, samedi donc, et qui se poursuivraient aujourd'hui dans une autre zone, la chefferie de Bouito. Bon, il y a une petite incertitude dans le rapport sur sa localisation exacte, peut-être dans le territoire voisin de Rutshuru, qui est aussi une zone très touchée par le M23. Mais là encore, ce serait le M23 et les Wazalendo qui s'affronteraient. Ce qui pourrait indiquer soit une extension géographique des combats, soit simplement que plusieurs points chauds s'activent en même temps dans la région. C'est une dynamique complexe. C'est exact.
Ça suggère que le front est peut-être plus étendu qu'il n'y paraît au premier abord, ou que les tensions sont si vives qu'elles débordent facilement d'un territoire à l'autre. Mais il y a un contraste intéressant qui est aussi signalé dans nos informations. Apparemment, ce dimanche, un calme relatif serait revenu dans un autre territoire, celui de Walikale. Ah oui. Et pourquoi ce calme à Walikale? Il y a une raison donnée? Ce calme ferait suite à une semaine particulièrement agitée là-bas, marquée par des frappes aériennes qui auraient visé les positions du M23. La source ne donne pas tous les détails sur qui a mené ces frappes, mais le lien de cause à effet est suggéré. Action militaire suivie d'une accalmie. Ça pourrait laisser penser que certaines actions militaires, peut-être celles des FARDC, les forces armées congolaises, ou de leurs alliés, peuvent avoir un impact dissuasif ou dégradant sur les capacités du M23, au moins localement et temporairement. C'est un point intéressant, cette possible efficacité ponctuelle d'actions militaires ciblées. Mais revenons à Massidi et Buito. C'est là que le timing devient vraiment surprenant, pour ne pas dire plus. Ces combats éclatent pile au moment où des négociations de paix sont censées reprendre, c'est bien ça? C'est exactement ça, et c'est le point qui frappe le plus à la lecture des informations. Des pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa et la rébellion du M23, ils sont programmés pour démarrer dès demain, lundi 6 octobre, à Doha, au Qatar. Lancer une offensive militaire d'envergure la veille même de l'ouverture de négociations, c'est un signal qui ne peut pas être interprété comme anodin. Le contraste est saisissant. Comment est-ce interprété, justement? La source relaie des analyses d'observateurs, qu'est-ce qu'on en dit? Oui, alors plusieurs observateurs cités dans le compte-rendu y voient une stratégie assez claire de la part du M23. L'interprétation dominante est celle d'une démonstration de force. En gros, arriver à la table des négociations en montrant qu'on est capable de gagner du terrain militairement pour peser davantage dans les discussions. C'est une tactique classique, bien que cynique, négocier tout en combattant ou combattre pour mieux négocier, quoi. Oui, ou peut-être même, est-ce une façon de saboter les négociations avant qu'elles ne commencent vraiment, si on montre qu'on préfère la voie militaire? C'est l'autre interprétation possible, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la première, hein. La source va plus loin et rapporte que la rébellion aurait même clairement exprimé son intention de, je cite, un peu l'idée, poursuivre la voie militaire et de continuer la guerre pour prendre d'autres localités. Si ces propos sont avérés, ça ressemble moins à une simple tactique de négociation qu'à une remise en cause fondamentale du processus de paix lui-même. Et cette intention de poursuivre la guerre, elle se traduit par des actions concrètes sur le terrain, au-delà des combats eux-mêmes, on a des infos là-dessus? Apparemment, oui. La source évoque des informations faisant état de recrutement actif de nouveaux combattants par le M23 et de déploiement de nouvelles unités sur le terrain. Pour appuyer cela, elle mentionne que les Ouazalando affirment avoir récemment capturé certains de ces nouveaux combattants qui seraient fraîchement formés et envoyés au front. Tout cela, si c'est exact, dessine l'image d'un groupe qui se prépare à une escalade militaire, pas vraiment une désescalade en vue de la paix. Dans ce contexte, on imagine que l'optimisme quant au pourparlers de Doha doit être très, très limité. C'est le moins qu'on puisse dire. La source relaie un scepticisme assez généralisé. Les gens sur place, les observateurs, semblent peu convaincus de l'efficacité de cette nouvelle tentative diplomatique. Que ce soit celle de Doha ou d'autres médiations qui ont eu lieu par le passé, comme celles initiées à Washington, l'histoire récente ne plaide pas en faveur d'un succès rapide. Pourquoi ce scepticisme si marqué? C'est juste à cause de l'offensive actuelle ou il y a autre chose? Pas seulement, c'est aussi basé sur l'expérience passée, comme le souligne la source. Les précédents accords de cessez-le-feu, signés parfois en grande pompe, n'ont tout simplement pas tenu sur le terrain. On a vu des signatures, des déclarations, puis les combats reprenaient quelques jours ou semaines après. Il y a ce sentiment, rapporté dans nos sources, d'un cycle sans fin où la diplomatie semble déconnectée de la réalité militaire. Les accords restent lettres mortes si les acteurs sur le terrain ne veulent pas ou ne peuvent pas les appliquer. Et pendant que les stratégies militaires et les tentatives diplomatiques s'entrechoquent, il y a toujours les mêmes victimes, j'imagine. Exactement. C'est le rappel constant et tragique fait par la source. Au milieu de ces jeux de pouvoir et de ces négociations fragiles, ce sont les populations civiles qui payent le prix le plus lourd. La violence, les déplacements forcés, la peur, c'est un cycle infernal qui se répète et qui rend toute perspective de retour à une vie normale, à la sécurité, extrêmement lointaine pour des centaines de milliers de personnes dans l'est du Congo. Chaque nouvelle offensive, chaque échec diplomatique enfonce un peu plus la région dans cette crise. C'est terrible. La source mentionne aussi un autre obstacle, peut-être plus large, au niveau diplomatique régional, quelque chose entre
Kinshasa et Kigali. Oui, c'est un autre élément important du contexte qui montre à quel point la situation est complexe et dépasse le seul affrontement M23 Ouazalando. Le compte-rendu évoque un blocage au niveau des relations entre Kinshasa et Kigali. Apparemment, le gouvernement congolais refuserait de signer certains accords d'intégration économique régionale tant que le Rwanda n'aura pas retiré ses troupes du sol congolais. Un retrait qui était prévu par des accords précédents, c'est ça? C'est ce que la source indique, oui. Ce retrait aurait été convenu dans le cadre d'efforts diplomatiques antérieurs, mais Kinshasa, selon les informations rapportées, affirme qu'il n'a jamais eu lieu. Donc, on a cette accusation persistante de RDC envers le Rwanda de soutenir le M23 et d'être présent militairement sur son sol, et le refus de Kigali d'admettre ces accusations. Ce différend empoisonne les relations régionales et vient compliquer encore davantage la recherche de solutions, y compris sur le plan économique. Ça montre comment un conflit local est imbriqué dans des tensions géopolitiques régionales beaucoup plus vastes. C'est une toile de fond incroyablement complexe pour les négociateurs qui doivent se retrouver à Doha demain. D'un côté, un acteur militaire majeur, le M23, qui lance une offensive et déclare vouloir continuer la guerre. De l'autre, des tensions régionales profondes avec des accusations graves entre États voisins qui bloquent même la coopération économique. On comprend mieux le scepticisme ambiant, effectivement. Tout à fait. Le scepticisme rapporté par la source ne sort pas de nulle part, il semble solidement ancré dans l'observation des faits sur le terrain, les combats qui reprennent, et dans l'analyse des dynamiques politiques, tant locales que régionales. La répétition des cycles de violence malgré les multiples initiatives de paix a érodé la confiance et l'espoir. Chaque nouvelle tentative se heurte à ce mur de méfiance et à la dure réalité des rapports de force militaires. Si on essaie de résumer ce qu'on a tiré de ces informations aujourd'hui, on a une situation militaire très tendue dans le Masisi, avec des combats violents relancés par le M23 soutenu par le Rwanda, selon la source, contre les groupes Ouazalando. Conséquence immédiate et dramatique, de nouveaux déplacements massifs de population. C'est ça. Et tout cela se déroule dans un contexte très particulier, juste à la veille de la reprise annoncée de pourparlers de paix à Doha. Une reprise qui semble déjà compromise par l'attitude du M23, qui, d'après les informations, affiche clairement sa détermination à poursuivre l'option militaire. Parlons même de conquérir de nouvelles localités et intensifiant ses recrutements. Ce qui nous laisse face à une question vraiment fondamentale, qui dépasse même le cas congolais, mais qui se pose ici avec une acuité terrible. Comment construire la paix quand les actes sur le terrain contredisent aussi directement les paroles et les processus diplomatiques? C'est toute la question, en effet. Si les accords passés sont considérés comme de simples chiffons de papier, si l'un des principaux acteurs armés déclare ouvertement préférer la guerre à la négociation, et si les tensions régionales ajoutent une couche supplémentaire de complexité, quelle voie reste-t-il pour sortir de l'impasse ? Et surtout, quelle perspective d'avenir pour les millions de civils pris au piège de ce conflit qui n'en finit pas ? C'est une interrogation lourde, et les informations qu'on a analysées aujourd'hui n'offrent malheureusement pas de réponse simple ou optimiste. C'est un point qui mérite sans doute réflexion, bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui.